Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des édulcorants, tous les édulcorants sucrants, sucre d'alcool, substituts de sucre, tout ce qu'on peut parfois voir qui est soi-disant sans glucides, qui fait soi-disant pas bouger la glycémie, parce que c'est sûr que nous, en diète cétogène, on va pas aborder la question des édulcorants de la même manière qu'une personne en diète occidentale. Une personne en diète occidentale, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas de calories. Nous, ce qui nous intéresse en cétogène, c'est surtout de voir si ce produit, il va contenir ou non des glucides, s'il va faire ou non monter de la glycémie, s'il a ou non le potentiel de faire sortir de cétose. Et aussi dans cette vidéo, je propose qu'on ne s'arrête pas à ça, parce que ça serait un peu dommage. Ne voir la santé que sous l'angle de la cétose, de la glycémie, c'est dommage. Aussi de voir si sur ces différents produits, il y a ou non des effets secondaires indésirables, etc. Donc on va faire le tour de tout ça. Et cette vidéo va être en deux parties. Une partie théorique, où je vais un petit peu faire le tour de ces produits un par un, et une partie pratique avec des tests de glycémie, parce que je trouve que c'est bien beau les allégations, soit des industriels, soit des sites de santé, etc. Mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il y a rien de mieux que l'épreuve du réel pour se faire son avis. Donc je me suis tapé quand même tout un tas de tests avec des produits un peu crado pour faire cette vidéo. J'espère que vous appréciez l'effort, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, voire vous abonner à ma chaîne, je suis impatiente de commencer. Donc, je suis obligée d'en parler parce que vous allez voir ça va apparaître, mais je vais quand même aller vite sur les produits sucrants soi-disant sans sucre, les pires, parce que les plus transformés, les plus chimiques, les plus industriels, qui sont l'aspartame et le sucralose. Ces produits-là, c'est ce que vous trouvez dans tous les sodas light, soit le coca, soit l'orangina, enfin les trucs light. Vous allez les trouver dans le Canderel, le Splenda, voilà, c'est des choses qui existent depuis un certain temps. Soi-disant ne font pas monter la glycémie, surtout l'aspartame, normalement ne fait pas monter la glycémie. Maintenant moi j'ai quand même observé en coaching, dans le groupe métabolisme, que les gens, quand ils boivent ce genre de produits au quotidien, ils ont en moyenne une glycémie plus élevée, même si c'est pas des trucs complètement déconnants. Toutes les personnes qui boivent du coca zéro, du coca light, des choses comme ça, souvent elles ont une glycémie plus élevée. Moi j'en ai fait l'expérience aussi, parce que des fois j'en bois surtout l'été, je vois bien que ça affecte quand même ma glycémie à la fin. Et puis le sorbitol c'est pire. Le sorbitol clairement c'est un produit qui a un effet sur la glycémie, ça se voit très très vite. Et puis voilà, quand bien même ces produits-là feraient pas monter la glycémie, il y a quand même des sujets de santé qui sont très problématiques avec ces trucs-là. Là, c'est vraiment de votre responsabilité à vous de voir si vous avez envie de consommer ça, mais entre les choses qui sont les plus connues sur ces produits, ça détruit en fait des neurotransmetteurs dans notre cerveau, ça crée de l'inflammation dans le cerveau, dans l'hypothalamus, dans la transmission des informations dans notre cerveau. Il y a le fait que même si ça fait pas tant monter la glycémie, ça affecte quand même beaucoup l'insuline. Il y a le fait que ça génère de la porosité intestinale, voilà. Puis après, je rentre même pas dans les détails de c'est cancérigène, machin, tout ça. Là-dessus, en fait, à vous de voir si vous voulez en conseiller. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas des produits qui doivent faire partie de votre diète au quotidien. Maintenant, si une fois de temps en temps, quand vous allez boire un verre avec les gens, vous prenez un coca zéro, un Schweppes zéro, ou je sais pas quoi, ça ne vous tuera pas. C'est ce que je fais quelquefois quand je sors et que j'ai pas envie de boire une eau pétillante, machin. À vous de voir. C'est pas vraiment ceux-là qui m'intéressent, parce que ceux-là, c'est pas vraiment ceux qu'on vous propose généralement dans les produits en diète cétogène, quand vous allez être confronté sur certains sites à des produits genre des bars, des petits biscuits, des chocolats, des choses comme ça, vous allez surtout être confronté à la famille des sucres d'alcool, qu'on va aussi appeler polyols. Ceux-là, c'est érythritol, xylitol, maltitol, sorbitol, que j'ai mis dans l'ordre du moins pire au pire. Clairement, celui qu'on trouve le plus souvent dans les marques les mieux, ça va être l'érythritol. Soyons clairs, l'érythritol, comme toute la famille des sucres d'alcool, ils sont pas tout blancs, mais dans une certaine mesure, ils sont moins pires que ceux que je viens de citer. Alors cette famille-là, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est en fait un peu tricky, c'est que les industriels doivent quand même les considérer comme étant de la famille des glucides, c'est dans le nom, sucre d'alcool, mais comme c'est des glucides qui ne se digèrent pas facilement ni dans la bouche ni dans l'estomac, on considère qu'ils ne sont pas vraiment absorbés, et donc on considère qui sont pas vraiment des glucides. Et c'est pour ça que selon les marques et selon les industriels, vous allez avoir soit un affichage où il y a les glucides dont polyol, et vous pouvez soustraire ces polyols, ces sucres d'alcool pour savoir à peu près combien il vous reste de glucides dans le produit. Ou bien vous allez avoir certaines marques un petit peu moins précises qui vont avoir déjà déduit les polyols, mais c'est facile à savoir en regardant la composition, parce que si dans la composition vous voyez tout de suite arriver érythritol, xylitol, maltitol, sorbitol, bon, et que les glucides sont très bas, vous savez qu'ils ont été déduits. La deuxième chose à savoir, c'est que donc prétendument, cette famille-là
ne ferait pas augmenter la glycémie, ça c'est quelque chose qui reste à voir et c'est beaucoup une question de quantité. Alors celui qui a le moins d'impact sur la glycémie, c'est l'érythritol. Néanmoins, des fois, moi je vois des recettes de gâteaux keto, des trucs comme ça où il y a 200 grammes d'érythritol. Bon, je sais bien qu'on mange jamais tout le gâteau, mais quand bien même vous en mangeriez un quart, vous vous retrouvez quand même avec 50 grammes de poliol. Là vous pouvez être sûr, ça fait monter votre glycémie. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que, en ce qui concerne l'érythritol et le xylitol, il faut considérer la moitié des glucides. C'est-à-dire que si le produit vous affiche 50 grammes de poliol, par exemple, 50 grammes d'érythritol ou 50 grammes de xylitol, dans votre tête, vous considérez qu'il y a 25. Et comme ça vous aide à cadrer votre quantité. Bon, je sais pas si c'est très scientifique cette affaire, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Il y a des gens qui considèrent qu'on peut tout soustraire. Faut se connaître. Moi, il y a un certain nombre d'années, j'avais créé un groupe de testeurs. Ces testeurs que je remercie du fond du cœur d'avoir fait ces tests avec moi. Je choisissais un produit et tout le monde faisait le même test avec ces produits pour voir en fait si les réactions étaient les mêmes. Et c'est vrai qu'avec l'érythritol, on avait de la diversité de résultats. T'avais des personnes qui avaient une glycémie assez flat et d'autres qui avaient des augmentations. Donc, je vous invite à la méfiance avec ce genre de produit. Exactement le même topo pour le xylitol, mais avec encore plus de méfiance parce que je trouve que le xylitol va plus vite à faire des altérations de glycémie. Le xylitol, vous savez, c'est celui qu'on trouve beaucoup dans les chewing-gums. C'est celui qui a très bonne presse parce que, comme il se digère pas dans la bouche, tout comme l'érythritol d'ailleurs, il peut pas générer une fermentation qui ferait des caries. Donc, on peut en mettre et c'est ok machin, mais enfin, ce dont on s'aperçoit, c'est que avec l'érythritol et le xylitol, quand c'est des petites quantités et qu'on n'a pas l'intestin sensible, ça passe aussi sur la glycémie. Quand on commence à mettre des grosses quantités ou quand on a l'intestin sensible, on commence à avoir des problèmes d'intestin, on commence à avoir de l'inconfort, des bruits de robinetterie, mal au ventre, l'intestin qui gonfle, le ventre qui gonfle, les intestins qui sont douloureux, etc. Tout simplement parce que sa digestion ne se fait que dans l'intestin grêle et le gros intestin, et puis en plus il va amener beaucoup d'eau à lui pour la digestion, d'où ces espèces de bruits de robinetterie qu'on entend. Ça implique beaucoup de fermentation, en d'autres termes. Si vous avez des dysbioses, de la candidose, des problèmes d'intestin, ça va vous foutre le bordel, peut-être pas autant que l'alcool, mais quand même pas mal. C'est la même chose mais en beaucoup plus fort pour les deux derniers, le maltitol et le sorbitol. C'est important de les aborder parce que ceux-là, on n'en parlait pas il y a un certain temps, et maintenant on les voit arriver. Au Franprix à côté de chez moi, à Carrefour, dans des magasins comme ça, je commence à voir apparaître des bars avec du maltitol, avec du sorbitol, prétendument sans glucides. Ceux-là, en fait, maltitol, sorbitol, vous pouvez considérer que même dans des quantités moindres, ils vont vous altérer la glycémie et ils vont faire beaucoup plus de ravages sur l'intestin. C'est beaucoup plus violent que l'érythritol ou le xylitol au niveau de l'intestin. Vous mangez une barre comme ça, je vous garantis que vous allez le sentir passer. Non seulement il y a tout ce que j'ai cité avant, c'est-à-dire bruit de robinetterie, intestin douloureux, mal au ventre, etc. Mais ça ajoute les gaz, mais ça ajoute les pets, une perturbation du transit et des selles qu'on ne voit pas forcément avec l'érythritol et le xylitol. Donc clairement ces produits-là ils sont pires. Et en plus, moi je les soupçonne quand même de bien faire monter la glycémie. Si je devais résumer les sucres d'alcool, ne croyez pas les industriels sur parole là-dessus. Vous remarquerez d'ailleurs que sur les sites comme ça, quand la marque est un peu fiable, quand c'est Go-Keto, quand c'est des trucs comme ça, ils choisissent plutôt l'érythritol. Bizarrement, ils vous mettent pas de xylitol, ils vous mettent pas de maltitol, ils vous ne mettent pas de sorbitol. Parce que ces produits-là, c'est quand même de la merde. Je dis pas que l'érythritol est tout blanc, mais dans une certaine mesure, c'est le moins pire. Sachez quand même que voilà, si vous avez l'intestin sensible, de la porosité intestinale, des dysbioses, il faut pas le consommer au quotidien, faut faire attention et vous remarquerez que au-delà d'une certaine quantité, ça altère aussi votre cétonémie. Moi ça, si vous avez regardé ma vidéo sur quand je teste ma cétonémie avec des produits Nutribe, et j'ai eu des petites mésaventures parce que j'avais consommé de l'érythritol la veille, pas dans des quantités de ouf, mais voilà, et j'avais une cétonémie qui était plus basse que d'habitude. Vous expliquer le comment du pourquoi, je serais pas vraiment capable, mais l'expérience est là. Dans cette fournée des sucres d'alcool, je vais ajouter des produits qui sont des faux naturels et des vrais sucres d'alcool. Je vais ajouter dans cette catégorie la fausse stevia, le faux fruit du moine. Ça va être des produits qui vont être dans les supermarchés surtout, estampillés stevia, estampillés fruit du moine, mais en fait c'est une micro-dose de stevia, une micro-dose de fruit du moine, avec beaucoup d'érythritol ou parfois pire, beaucoup de maltitol.
Ça c'est vraiment la fausse bonne idée, c'est de la fausse stevia et du vrai sucre d'alcool. Moi je vous conseille pas d'acheter ça. Souvent ces produits-là sont très cheap, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Pour moi ça n'a aucun intérêt, autant acheter de l'érythritol. Bon ça c'est globalement ceux que vous connaissiez bien, mais je pense que c'était quand même important de faire un petit rappel. Maintenant il y en a un qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est l'inuline. Le problème de l'inuline, c'est que ça a bonne presse, parce que c'est soi-disant un produit naturel. Évidemment, l'inuline c'est une fibre qu'on trouve naturellement dans certains végétaux, et donc forcément on se dit bah c'est naturel, si c'est naturel machin c'est ok, etc. Sauf que une fibre dans un légume c'est une chose, une fibre sortie de son contexte, mise en très bonne quantité et plus dans le légume, en est une autre. Bon, l'inuline, c'est un peu comme les sucres d'alcool, en fonction des industriels, ils vont être comptés en glucides ou non. Aux États-Unis, en tout cas, c'est obligé de le compter en glucides. En Europe, on n'est pas obligé, les industriels font un petit peu comme ils veulent, donc souvent sur les produits européens, l'inuline est déjà déduite des glucides, ce qui n'est pas le cas sur les produits américains ou UK. Cette fibre-là est utilisée parce qu'elle a une espèce de goût sucré, et qu'en plus, du coup, les industriels peuvent se permettre de dire qu'il n'y a pas de produits sucrants. On n'a pas ajouté de trucs sucrants, on n'a pas ajouté de sucre d'alcool, c'est parfaitement naturel, etc. Soi-disant aussi, ça n'altérerait pas la glycémie, alors ça reste à voir. Soi-disant, ça serait merveilleux pour l'intestin parce que ça donnerait des fibres prébiotiques. Moi, là-dessus, je vais être très très claire, l'inuline, c'est la catastrophe pour l'intestin. C'est beaucoup trop agressif. Quand des gens en consomment, le transit est très accéléré. Souvent, il y a des désagréments genre ballonnement, gonflement, gaz, paix, qui sentent pas forcément mauvais mais paix quand même, mal au ventre, etc. Ces barres-là, plusieurs fois j'en ai consommé, j'en consomme de temps en temps parce que j'aime bien, mais clairement quand j'en consomme, je me dis heureusement que je suis célibataire. Je vous montre l'exemple de celle que moi j'achète de temps en temps sur Keto Fit Shop. Et le fait d'utiliser, si vous voulez, l'inuline, ça leur permet d'écrire Never any sweeteners. Oui, bon, ok. High fiber, prébiotique, blablabla. Comme si c'était des miracles de santé. Alors qu'en fait, c'est typiquement le problème. Quand vous voyez, voilà, high fiber, prébiotique, pas de sweetener, machin, regardez vite la composition, regardez s'il y a de l'inuline. Donc grosso modo, si vous avez l'intestin sensible, des dysbioses, porosité intestinale, vous prenez pas. Si vous avez un date le soir même, vous prenez pas non plus. Autre produit, comme ça un petit peu tangent, on va parler de l'allulose. L'allulose, c'est a priori un sucre dont la composition ressemblerait fortement au fructose, mais si vous voulez, agencé un peu différemment. Donc c'est un sucre qu'on trouverait dans certains fruits, comme les figues par exemple, mais que le corps ne pourrait a priori pas digérer. Et du coup, on n'absorbe pas vraiment de calories avec. C'est un peu, si vous voulez, le même délire qu'avec les sucres d'alcool, sauf que le truc est un peu moins transformé, il est juste extrait. Donc les gens se mettent à crier au miracle que on peut manger un truc qui donne du sucre, puis ça fait pas monter la glycémie, et puis il n'y a pas de calories, et puis c'est miraculeux, etc. Alors, à l'époque où j'avais mon groupe de testeurs, on avait effectivement testé l'allulose, et c'est vrai que pour quasiment tous les tests, la glycémie ne bougeait pas. Donc a priori, il y a vraiment quelque chose. Néanmoins, on n'avait pas non plus ingéré des quantités énormes. Hein. Dans mes souvenirs, c'était du 10-15 grammes, voilà. C'est vrai que 10-15 grammes, c'est déjà une belle quantité, et la glycémie de tout le groupe était stable. Mais en fait, on se retrouve quand même avec des problématiques d'intestin. On se retrouve quand même avec des problèmes de diarrhée, avec des problèmes d'inconfort intestinal, des bruits de tuyauterie, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion d'en consommer beaucoup, parce que je crois que ce paquet d'allulose, je l'avais chez moi, je l'ai utilisé pour le test, je l'ai pas réutilisé après, et je l'ai perdu, donc voilà. Et en plus, c'est pas un produit qui est encore dispo en Europe. Je crois que s'il était dispo, de toute la ribambelle de ceux que j'ai cités, pour l'instant, c'est peut-être vers celui-là que je me dirigerai. Mais voilà, pour l'instant, il n'est pas particulièrement disponible. Le sujet ne se pose pas. À l'époque, moi, je l'avais acheté sur iHerbs. Il était aussi disponible sur Lucky Vitamins. Je cours pas après non plus. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance, en fait, à utiliser la stevia. Donc, j'en viens à ma dernière catégorie. La catégorie de ceux qui sont un peu plus naturels. J'ai nommé la stevia et le fruit du moine. La stevia, de base, oui, c'est une feuille. Donc, au tout début, quand la stevia est apparue sur le marché, c'était vraiment la feuille séchée au soleil, réduite en poudre, et croyez-moi, c'était dégueu. C'était amer, c'était à peine sucré. J'avais acheté un paquet qui m'avait coûté une fortune, je m'en rappelle, et que je n'ai jamais utilisé. Je crois qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué, et on a maintenant des stevia en feuilles. Si je me trompe pas, c'est peut-être la marque. Il y a une marque, je crois, française, Biovia, faudrait que je retrouve. Le nom m'échappe, mais il y a une marque que j'ai vue chez Satori's qui fait de la stevia en feuilles, et de ce qu'on m'a dit, elle est pas amère, elle est consommable, etc. Mais pour tout le reste des produits, et à plus forte raison les stevia en gouttes, c'est plus la feuille. Ce sont
les glycosides de stéviol présents dans la feuille qui ont été extraits et que vous retrouvez dans des produits liquides. Alors, il y en existe plusieurs sortes. Moi, je vous déconseille de prendre des stevia liquides sur extrait de glycérol. Parce que ça pose problème aussi pour l'adaptation, les taux, machin. Le glycérol, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille en diète cétogène, mais vous avez des stevia qui ne contiennent pas de glycérol. C'est le cas notamment des stevia de chez Nutribe. Moi, j'achète les miennes sur le site de Nutribe. C'est le site où j'achète mes poudres MCT, mes crèmes MCT, etc. Ils ont aussi des stevia de différents parfums qui sont assez bonnes. Et le fait que la stevia soit aromatisée camoufle un petit peu l'amertume initiale qu'on a dans la stevia. Il n'empêche qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas la stevia, hein, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même vachement plus agréable à consommer. Si vous êtes intéressé par ces stevia, vous avez moins 10% sur tout le site de Nutribe avec mon code SUPERKETO10. Mais voilà, faut quand même être conscient qu'on n'est plus sur le produit feuille, voilà, non transformé, etc. C'est un peu la même chose pour le fruit du moine. À la base, le fruit du moine, c'est un petit fruit, machin, c'est naturel. Mais en fait, le produit que vous consommez, qu'il soit en gouttes, en poudre, c'est quelque chose qui a quand même été relativement transformé. La stevia et le fruit du moine, moi j'ai fait de nombreux tests, j'ai fait faire des tests aussi à mon groupe de testeurs. Quand elles sont en gouttes, sous forme liquide, pas de glycérol, pas d'érythritol, machin, la glycémie reste stable dans une très large majorité des cas. Ce qui fait que si vous voulez, par rapport aux inconvénients, parce qu'ils en ont tous, la stevia par exemple, c'est quand même quelque chose qui contient des oxalates. Si vous consommez beaucoup de stevia tout le temps, vous risquez d'avoir un peu de la toxicité d'oxalate que vous n'arrivez pas à détoxifier et ça peut être embêtant. Donc il y a toujours un inconvénient, il n'y a pas de produit parfait. Mais quand même, quand on fait le bilan et si on veut cuisiner et si on veut utiliser un petit produit sucrant, dans les pour et les contre de chaque produit, moi je trouve qu'il n'y a pas de match, c'est la stevia qui est le meilleur deal. Ça fait pas bouger la glycémie, il n'y a pas de problématique d'intestin, c'est relativement agréable à consommer. Le seul problème de la stevia, je trouve, c'est que ça n'a pas de texture, donc ça ne fonctionnera pas sur certains trucs, c'est pas quand même possible dans toutes les préparations. Maintenant, si vous avez eu toutes les informations qu'il vous fallait, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si maintenant, vous voulez voir un petit peu ce que ça donne avec les tests, bon, j'ai pas fait de test avec de la stevia toute seule, de l'érythritol toute seule, de la l'allulose toute seule, parce que comme je vous le disais, ces tests-là, je les ai fait avec mon groupe de testeurs. Les résultats sont probants et ne laissent pas vraiment de doute. Mais par contre, je trouvais ça intéressant de faire des tests avec des produits un peu nouveaux que vous allez voir apparaître. Donc j'ai commencé par faire un test avec des produits que j'ai vu apparaître à mon petit magasin Franprix au rayon des petites barres. C'était la marque Barbell qui faisait ça. Il y avait une barre qui était une imitation de sneakers, enfin de trucs à la cacahuète, c'était très bonne d'ailleurs. Il y avait une autre barre cookies and cream comme ça qui était absolument dégueu. Et ce qui m'a intéressé sur ces produits, c'est que dans les édulcorants vous aviez un mélange de maltitol et de sucralose, donc deux produits qui prétendument ne font pas augmenter la glycémie. Donc j'ai fait les tests d'ailleurs dans un vlog que vous verrez bientôt. Et je vous montrerai peut-être les rushs quelque part dans l'écran, mais clairement c'était pas du tout probant et ça m'a fait monter la glycémie. Ce qui est bien, c'est qu'en plus j'ai fait deux tests, un avec la barre cacahuète, un avec celle-ci, et dans les deux cas j'ai eu une montée de glycémie. Et puis clairement j'ai eu tout le lot d'inconfort intestinal, mal au ventre, gargouillis, gaz, transit perturbé. Le package. À chaque fois, en plus, avec ces tests, j'ai pris la précaution de faire 2 fois. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être dans un jour où on a la glycémie perturbée. Je trouvais que c'était bien de faire 2 tests à chaque fois. Donc ensuite, j'ai fait 2 tests avec la petite barre comme ça, fat bar, que j'ai acheté sur le site de Keto Fit Shop. Donc j'en ai pris 2, j'ai fait 2 tests. C'est le test qui m'a le plus surprise. Parce que j'étais persuadée, moi, que l'inuline, ça tuait le ventre. Mais que globalement pour la glycémie c'était assez bien toléré et j'ai été hyper surprise des résultats parce que ça fait pas vraiment la même courbe que les autres produits. En fait pour les 2 tests j'ai eu la même chose, c'est-à-dire une glycémie avant de consommer le produit à 4,2, puis 4,7 une demi-heure après, 4,7 une heure et demie après et 5 2 heures après. Donc clairement là, une glycémie qui a tendance à monter lentement parce que justement je pense qu'il y a des fibres, mais enfin qui monte quand même significativement parce que quand vous passez de 4,2 à 5, clairement c'est une grosse montée de glycémie, surtout 2 heures après. Si encore j'avais fait 4,2, 5, 4,7, 4,5, j'aurais dit bon ok, là c'est différent. Et qui dans mes souvenirs, parce que j'ai repris quelques tests après, est resté assez élevé assez longtemps. Ce produit là que j'avais tendance à acheter, comme je vous disais, quand je faisais une petite commande Keto Fit Shop, j'en prenais, je le prendrais plus. Je prendrais plutôt quelque chose où il y a de l'érythritol, mais celui-là je le prendrais plus. Et en troisième lieu, j'ai fait des tests avec ce chocolat-là. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui regardent un peu mes autres formats, ce chocolat-là avant il s'appelait Keto Hero.
Celui-là, il s'appelle Keto Loca. Quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention, mais quand j'ai découvert le colis, j'ai fait bah tiens. Mais je pense que c'est le même parce que je reconnais le packaging, le claim qu'il y a des MCT alors qu'il y en a R. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que je me rappelle avoir analysé la composition devant vous en vidéo et elle a changé. Je me souviens vraiment qu'il y avait un mix de trucs crado. Et là, alors je dis pas que c'est bien, hein, mais là au niveau de la composition, on se retrouve avec érythritol et glycoside de stéviol. Du coup, ça change beaucoup la donne. Donc là, j'ai fait le test avec un tiers de tablette une fois, un tiers de tablette une deuxième fois. Et dans les deux cas, j'ai eu une glycémie stable. Je vous remettrai les chiffres parce que je les ai plus en tête, mais il me semble un 4,4, 4,5, 4,5, enfin voilà. Un truc vraiment très stable, les deux fois. Peut-être qu'ils regardent des vidéos et qu'ils ont vu que j'étais mécontente de la composition, donc ils se sont dit on va tout changer. On va faire plaisir à Camarata, on change de nom, on change de compo, on se refait une jeunesse. Mais écoutez, du coup, celui-là en tout cas, le chocolat au lait, je sais pas s'ils ont changé la compo de tout leur chocolat, je le reprendrai. Parce qu'il était plutôt bon et il m'a pas causé plein de désagréments comme l'ancien m'avait causé. Vraiment ces tests, je suis contente de les avoir faits parce que autant les premiers, je m'attendais pas à grand chose, autant la petite barre, j'étais hyper surprise dans le mauvais sens et là je suis hyper surprise dans le bon sens. Donc bah écoutez, moi je critique souvent, là je dis quand même c'est bien qu'ils aient changé de composition, changé de tout, mais arrêtez quand même de dire qu'il y a des MCT parce que arrêtez, c'est en fin de composition, il y en a pas, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Bon, quoi qu'il en soit, le but de cette vidéo, c'était pas de cracher sur les barres, c'était de vous aider à y voir plus clair dans les édulcorants, pour vous aider à faire des choix, parce que ces produits-là, ils vont de plus en plus être là. Donc clairement, sucralose, aspartame, moi je dis c'est poubelle, maltitol, sorbitol, xylitol, c'est non. Tout ce qui est érythritol ou mélange érythritol, stevia, stevia toute seule, etc. Je pense que ça s'envisage en fonction des cas et à vous de voir en fait comment, dans quelle proportion et dans quel contexte vous avez envie de faire rentrer ces produits-là dans votre diète. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle que pendant l'été, je fais plus de live, j'en fais 2 par mois. Le prochain, c'est le dimanche 4 août à 20 h. On se retrouve pour parler des cheat days, de comment on les gère avant, pendant, après, pour limiter les dégâts, pour que ça soit envisageable pour nous sans ruiner tous les efforts qu'on fait. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant à faire en live. C'est un sujet qui m'a été demandé la dernière fois, que je suis très contente de faire, donc j'espère que je vous retrouverai nombreux dimanche prochain à 20 h. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucré, vous êtes bien trop bon.